La région lyonnaise, donc effectivement, on s'est préoccupé de cette problématique-là. Je vous expliquerai pourquoi après. Tout d'abord, on part sur le constat avec des éléments qu'ont fournis la CERC, elle s'appelait Rhône-Alpes à l'époque, la CERA, elle est devenue CERCORA, je crois, depuis peu de temps, avec les évolutions qui touchent la région. Donc on a effectivement dressé un bilan à l'échelle du bassin économique lyonnais qui comprend, outre l'agglomération lyonnaise, la métropole, l'ensemble des collectivités rhodaniennes qui sont sur les périphéries de manière véritablement à travailler sur un bassin qui correspond au fonctionnement des entreprises sur le secteur. Et sur ce bilan, donc on a dressé avec des questionnaires, alors certes effectivement partiels, puisque là encore une fois on a du mal à mobiliser les acteurs, et quand on mobilise les informations on n'a pas forcément la précision qu'il faut, mais ça donne quand même un éclairage. Donc on se retrouve à avoir effectivement en année normale 4 600 000 tonnes de déchets qui sont générés sur ce territoire, avec en plus 500 000 tonnes qui viennent d'ailleurs, en sachant qu'il y en a une partie qui repartent aussi, on verra lesquelles. Sur ces 4 600 000, on a 800 000 tonnes qui ne bougent pas donc des chantiers, autrement dit qui ne prennent pas le statut de déchet. Puisque la particularité effectivement en droit français, c'est que lorsque vous utilisez pour une opération du matériau qui est issu donc d'un site, il ne prend pas le statut de déchet, donc vous avez moins de tracas réglementaires, même si c'est du déchet pollué. Une terre polluée qui ne bouge pas de son site n'est pas un déchet pollué, un déchet dangereux. Les sorties de déchets, de chantier, pardon, donc ça représente à peu près 80%, donc 3 800 000 tonnes. Donc là, je vous laisse voir un petit peu les ventilations. On a effectivement les installations spécialisées dans le territoire qui en prennent pour plus de 3 millions de tonnes. Donc on est essentiellement sur du déchet inerte là aussi. Vers des installations non spécialisées du territoire. Et puis, on a une perte en ligne que les statistiques démontrent comme étant effectivement des déchets qu'on ne trace pas, aux alentours de 900 000 tonnes. Et c'est là où on va retrouver effectivement vraisemblablement des déchets qui partent vers des installations de l'Ain ou d'Isère, mais aussi des pratiques qui ne sont pas forcément très légales. On parlait tout à l'heure de l'absence de traçabilité. C'est une obligation. Là, en l'occurrence, le fait de ne pas avoir effectivement pu identifier ces déchets laisse à penser qu'on a des propriétaires de terrain qui acceptent de la terre, on l'espère, inerte, du gravat inerte aussi, mais pas pour un usage qui est prévu par la loi. Et ça représenterait entre 400 et 500 000 tonnes par an de déchets qui partent sur ces exutoires. On met dedans aussi les fameux dépôts sauvages qui font bon nombre d'articles de presse, mais qui en tonnage ne représentent pas finalement un gros volume. C'est quelques dizaines de milliers de tonnes et on voit que ça reste anecdotique par rapport à l'ensemble. Par contre, ce sont effectivement des nuisances que la population est très éperdue à signaler aux autorités publiques et qui effectivement embêtent les collectivités régulièrement. Donc le flux de déchets, 4 600 000 tonnes pour 88% du déchet inerte et un petit peu de déchets dangereux et déchets non dangereux. On retrouve effectivement les statistiques à l'échelle nationale que Jean-Yves ciblait. On est effectivement donc sur quelque chose de connu. La performance de la filière, 76% du gisement. Donc là, c'est effectivement le taux de valorisation. Alors non pas au sens du Grenelle de l'environnement, puisqu'il y a une autre méthode de calcul, mais globalement, donc on a les 3/4 des déchets qui retrouvent une fonction, soit sur le site, soit dans le cadre des installations de traitement qui ensuite vont retrouver une seconde vie sur des plateformes effectivement de granulats, de recyclés, ou sur des plateformes de tri qui ensuite vont ventiler vers les filières de valorisation matière pour les déchets non dangereux. Le travail que l'on a mené dans le cadre effectivement de cette démarche, c'était de dresser le constat que l'agglomération lyonnaise était effectivement bien pourvue en installation de recyclage. Jean-Yves l'a signalé, Rhône-Alpes et notamment la région lyonnaise dispose effectivement d'un tissu industriel qui nous permet d'avoir des opérateurs sur quasiment tous les métiers, ce qui n'est pas le cas dans bon nombre de grandes métropoles et de grandes agglomérations en France. On met un petit peu à part la région Île-de-France, mais sinon, il faut se dire effectivement qu'on a quand même un tissu relativement privilégié, un territoire qui est
à des forces vives, on va dire, pour trouver des solutions sur bon nombre de problématiques. Concernant les matériaux recyclés, et notamment les graves de déconstruction, ce qu'on a pu mettre en lumière, c'est que contrairement là aussi à d'autres régions, on avait une forte concurrence avec les matériaux naturels qui étaient encore trop importants. Les gisements sont encore bien présents et trop peu chers. Ce qui veut dire qu'on a effectivement une difficulté économique pour positionner ces matériaux aujourd'hui par rapport à des matériaux qui sont encore, donc notamment les granulats, produits à moins de 30 km de l'agglomération, ce qui n'est pas le cas par exemple pour la région parisienne, où on va les chercher à plus de 100-150 km aujourd'hui, ce qui entraîne des coûts logistiques et qui fait que le produit donc recyclé sur place trouve effectivement un intérêt économique. 40 minutes, c'est le temps de transport que met une benne de déchets de travaux publics entre le chantier et le site de traitement. C'est un peu moins, 30 minutes pour les déchets du bâtiment, mais ça montre aussi la problématique, non pas de la distance, mais du temps de transport, et qui sera de plus en plus prégnant à l'avenir avec les problématiques qu'on connaît aussi d'engorgement. Un chiffre, 94%, c'est la part que représente le transport routier par rapport à l'ensemble des modes de transport. Autrement dit, la voie d'eau, le fer, qui sont dans le cadre des démarches volontaristes de l'État de vouloir effectivement faire que le transport pèse moins sur l'environnement, eh ben, on va dire que tout reste à faire, hein, puisqu'on a plutôt vu des baisses effectivement en termes de chargeurs sur ces modes-là. Avec notamment le fret ferroviaire qui s'est quasiment effondré dans les 20 dernières années. Là, il y a tout à reprendre, très clairement. Avec quand même une chance, c'est que la métropole est parcourue quand même par la Saône et le Rhône, qui sont des voies d'eau à grand gabarit et qui pourraient soulager sur une autoroute fluviale bon nombre de flux. 40%, ça c'est un chiffre effectivement qui est sorti aussi de l'analyse, c'est la part des poids lourds qui tournent à vide sur l'agglomération. Autrement dit, il y a de la place pour mettre autre chose dans ces bennes, à savoir du déchet, lorsqu'on est effectivement sur une problématique de double flux, à travailler avec les opérateurs de manière à optimiser effectivement ces tournées qui consomment du carburant pour rien. 400 000 tonnes, donc ça c'est le chiffre que je vous ai signalé, c'est les déchets qui s'évaporent chaque année dans la nature, d'une manière ou d'une autre. Et puis le taux de valorisation Grenelle. Donc tout à l'heure, je vous donnais le taux de valorisation globale. Le taux de valorisation Grenelle, c'est hors terre et grave. C'est ce qui nous permet de nous comparer aux 70% qui sont les chiffres qui sont apparus dans le Grenelle de l'environnement, reprises dans la loi de transition énergétique. Donc aujourd'hui, le territoire se situe plutôt entre 60 et 64. Je vais pas revenir sur le schéma de droite qui a déjà été présenté, juste pour vous dire effectivement ce qui a motivé la métropole à travailler sur ces questions de déchets du bâtiment et des travaux publics. C'est qu'à l'origine, effectivement, c'est une compétence départementale. Ça a été transféré dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Autrefois, c'était les départements s'étaient vus confier les déchets non ménagers et assimilés, les plans départementaux. Et puis dans le cadre du Grenelle, on s'est dit on étendrait bien cette compétence en 2010 aux départements, sans bien entendu leur transférer de moyens. C'est ce qui remplaçait pour certains départements les schémas de gestion des déchets du BTP, nés d'une circulaire qui était, je crois, sortie à la fin des années 90 et que certains départements avaient saisi au travers des volontés préfectorales. Et à savoir que dans le Rhône, le préfet de l'époque avait engagé cette démarche qui, à l'époque, avait été conduite par la DDE. L'objectif aussi, c'est de retranscrire la directive cadre CE de 2008. Et puis de travailler sur l'adéquation entre les installations de traitement d'une part et puis les gisements à traiter. Donc la volonté, en fait, elle est née de la création de la métropole. Donc je pense que tout le monde le sait. Le département du Rhône donc n'existe plus en termes de compétences sur le territoire de l'agglomération lyonnaise. Il est remplacé par une collectivité qui s'appelle la métropole de Lyon, qui retrouve donc les compétences de l'ex-communauté urbaine et du département sur ce territoire. Et donc dans la corbeille de la mariée, il y avait cette compétence de planification qui a été donc prise en charge au 1er janvier,
avec la loi NOTRe qui allait transférer cette compétence aux régions et un petit artifice réglementaire qui permettait aux collectivités qui avaient déjà engagé un plan avant la parution de la loi de pouvoir continuer. C'est ce qu'a fait la collectivité. Donc à terme, le plan régional qu'on vous a ciblé, ça sera le document de référence qui va remplacer donc 26 plans départementaux et régionaux, puisque les régions avaient déjà les déchets non dangereux à s'occuper. Et c'est un travail qui a été mené tambour battant depuis le début de l'année dernière, 2017, et qui devrait donc aboutir l'année prochaine, puisque là, ils vont sortir vraisemblablement un projet de plan qui doit ensuite faire l'objet de certaines validations, notamment une enquête publique, qui va prendre facilement 1 an. Et en 2019, donc, il y aura ce fameux document qui, lui, s'appliquera à tous, qui aura donc une vraie valeur réglementaire et surtout qui sera coercitif, puisqu'il s'imposera aux documents d'urbanisme, notamment au SCOT puis au PLUH. Autrement dit, c'est le document cadre sur lequel effectivement tous les acteurs doivent être vigilants, puisque c'est ce qui conditionnera l'avenir de la gestion des déchets, de quelque nature que ce soit, pendant 10 ans. La métropole, sa volonté de travailler sur ce schéma, je l'ai dit, c'était d'identifier effectivement les enjeux sur ce bassin économique pour contribuer au futur plan régional, donc d'avoir quelque chose à vendre, en tout cas d'intégrer les enjeux sur ce qu'allait faire la région, puisque le département du Rhône n'avait pas engagé cette démarche, et puis de travailler aussi avec les acteurs du territoire pour accompagner les dynamiques, notamment économiques et démographiques, puisque vous savez que la métropole et le bassin lyonnais au sens large donc accueillent plus de 1% d'habitants par an, ce qui donc est énorme au niveau national, c'est une forte croissance. 15 000 résidents annuels pour lesquels il faut trouver des logements, il faut organiser des infrastructures de transport. Donc ça veut dire effectivement accompagner effectivement les acteurs pour in fine avoir les déchets à s'occuper, puisque que ce soit les ménages ou les entreprises, et notamment sur la construction, ça génère bien entendu des chantiers et des déchets à gérer. Et puis ce projet visait à alimenter les projets des collectivités, pas seulement ceux de la métropole et des acteurs économiques, avec la mise en cohérence des initiatives. Le plan régional, je ne reviens pas dessus, c'est juste effectivement pour vous rappeler le calendrier. 2019, adoption définitive. Les phases de consultation vont être lancées a priori après le mois de mai ou juin. D'abord auprès des autorités publiques, que ce soit les collectivités, les services de l'État, les fédérations également vont être associées, les chambres consulaires. Et dans un deuxième temps, l'enquête publique. Donc là, si effectivement il y a matière à revoir ou à orienter des choix, ça sera le moment, puisqu'une fois adopté, et s'il est adopté définitivement, on en prend pour 10 ans. Les perspectives de gisement sur l'agglomération, donc elle est en corollaire avec la croissance démographique et puis à la construction de logements qu'on a pris. Donc là, c'est une statistique que nous a sorti Recovery, avec une croissance attendue d'ici 2030 de près de 400-500 000 tonnes de déchets supplémentaires par rapport aux 4 600 000 tonnes que je vous ai annoncé en postulat de cette présentation. Autrement dit, malgré les efforts que l'on va mener en termes de prévention des déchets, on va avoir effectivement une augmentation des flux à s'occuper, majoritairement encore une fois du déchet inerte, puisque le principe de l'agglomération en termes de développement, c'est de reconstruire la ville sur elle-même, non plus de s'étendre sur des terres agricoles, mais bien de déconstruire des parties déjà occupées par de l'activité ou des logements pour rebâtir généralement plus haut et plus profond, puisque lorsqu'on déconstruit une habitation aujourd'hui pour remplacer ça par un R+4 ou +5, l'habitation avait peut-être un sous-sol, et demain on construit un immeuble avec des parkings pour gérer l'ensemble des déplacements des 50 logements qui vont être construits sur ce tènement. Donc forcément des déchets en plus par rapport effectivement à une construction sur un sol nu agricole.
Donc là, c'est aussi un choix politique qui est fait d'éviter de consommer une ressource qui, elle non plus, n'est pas renouvelable, à savoir la terre agricole et l'espace naturel. 5 minutes. Les 5 200 000 tonnes qui seront à gérer en 2030, bien entendu, n'intègrent pas les grands chantiers. Je ne parle pas du contournement ferroviaire de l'Est lyonnais, de l'anneau des sciences qui devrait boucler le périphérique, de la 45 qui se fera peut-être ou peut-être pas, et puis de la ligne de métro qui sera étendue aux hôpitaux sud d'ici l'année prochaine et qui vont générer 300 000 tonnes de déchets à eux seuls. Sur cette base, plusieurs scénarios donc, ont été travaillés. Le scénario tendanciel, à savoir comment on gère les 5 200 000 tonnes. Et puis, on a quand même essayé de travailler sur des options de manière à réduire la quantité de déchets, d'essayer de trouver donc, de nouvelles valorisations pour, là aussi, réduire l'enfouissement, avec, là encore, les objectifs réglementaires qui s'imposent et qu'il faut bien entendu intégrer dans ces grands schémas d'organisation. Je vais passer très vite sur les différentes hypothèses sur lesquelles on a travaillé. Elles sont assez abscons et je pense que le support sera disponible pour tous ceux qui voudront l'obtenir. Je vous confirme qu'effectivement, je l'aurais dit plus tard, mais j'en profite, tous les supports ainsi que le son sera en ligne sur un site ecoconstruction-rhône.fr. On en reparlera à la fin. Voilà. Le travail de planification s'accompagne toujours d'une évaluation environnementale de manière à éprouver les différents scénarios au vu de l'impact que cela peut avoir sur les différentes composantes environnementales et sur la santé, de manière aussi à choisir en connaissance de cause. Je vais parvenir effectivement sur les différents scénarios et l'impact que ça pouvait avoir effectivement sur tel ou tel aspect. Le programme de prévention, ça c'est un élément important maintenant qui est intégré dans tous les schémas, notamment déchets, la prévention des déchets. Lorsqu'on prend la directive cadre, qui l'introduit en droit, c'est effectivement la hiérarchisation du mode de traitement et la prévention. C'est le concept de dire le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et aujourd'hui, la réglementation française donc, reprend bien entendu ce schéma-là, et c'est dans le cadre de la planification, donc un aspect qui est en tête de gondole, on va dire, et sur lequel les collectivités doivent travailler en misant sur des solutions, notamment en termes, pour le déchet du BTP, d'éco-construction. Donc là, on anticipe beaucoup, effectivement, l'impact que ça pourra avoir, mais les pistes, effectivement, c'est de travailler sur comment éviter le déchet, pour les opérations aujourd'hui, mais aussi dans 40 ou 50 ans lorsqu'il faudra se préoccuper de la déconstruction ou de la modernisation d'un bâtiment. Je vais passer très vite, juste pour dire effectivement que le choix du scénario, c'était un scénario quand même assez ambitieux, puisque le scénario tendanciel de 5 200 000 tonnes qui nous laissait effectivement présager des flux importants, donc a été ramené avec des taux de réduction visés de 24%. Aujourd'hui, on serait plutôt à 20%. Ça, je vais passer aussi vite. Les objectifs de réduction à la source et tous les efforts effectivement que l'on doit faire sur les chantiers. Là, on est effectivement estimé à 0%, un taux de réduction. On passerait dans le scénario en 2030 à 4% dans les hypothèses que l'on a faites. 3 axes sont à travailler pour l'ensemble des opérateurs. Donc, bien entendu, la sensibilisation, la promotion des bonnes pratiques, l'éco-conception des ouvrages, la diminution des quantités de déchets, notamment par le réemploi. On a vu qu'il y avait effectivement des solutions, mais ça restait effectivement un petit peu compliqué à mettre en œuvre, notamment sur les aspects normatifs, puisque ça, on n'en a pas parlé. Mais l'évolution des normes dans la construction depuis 30 ans fait qu'aujourd'hui, les matériaux qui étaient mis en œuvre dans les années 80-90, sur les formes, les tailles, la nature, peuvent difficilement trouver une même utilisation dans la construction telle qu'elle est voulue aujourd'hui par le législateur. Les orientations qu'on a définies, je vais passer très vite là aussi. Je ne vais pas décrire précisément l'ensemble des composantes et les différents flux que l'on va retrouver dans les
différentes catégories de déchets, que ce soit inertes, non dangereux et dangereux. Donc on mise en tout cas sur une diminution des déchets dangereux, ça c'est sûr, une stabilisation des déchets dangereux et une augmentation des déchets inertes. Le plan de gestion en lui-même, décliné en 4 actions: connaissance des gisements, développement des filières de valorisation, développement du transport ferroviaire. On a vu la prégnance du transport routier. C'est clair que si on veut effectivement réduire les nuisances, il faut travailler sur des alternatives. Et puis la problématique des dépôts sauvages, des sites illégaux qui sont une vraie problématique pour les acteurs de la filière qui essayent de développer justement l'ensemble des chaînes de valeur. Je ne vais pas décrire l'ensemble des actions, Frédéric, je te rassure, on vous les met à disposition. C'est toute la panoplie effectivement que l'ensemble des acteurs doivent s'approprier et mettre en œuvre chacun pour ce qui les concerne, de manière à avoir des pratiques vertueuses sur le territoire. On a recensé des équipements à créer, de manière là aussi à impulser des investissements pour démontrer qu'il y avait un véritable intérêt à s'investir sur certains équipements. On a parlé de déchetterie professionnelle, il en manque forcément une sur le nord-ouest de l'agglomération puisqu'il n'y a pas de solution aujourd'hui pour répondre à l'obligation réglementaire que Jean-Yves a décrit. Les installations de stockage de déchets inertes, elles vont quasiment toutes s'éteindre en termes de capacité sur le territoire d'ici 6 ans, je crois. Donc forcément, si demain vous voulez utiliser des installations de stockage pour les déchets que vous ne pourrez pas valoriser, eh bien, il va falloir que des opérateurs déposent des dossiers et montent des projets, puisque demain, il n'y en aura plus. Des chaînes de tri, on a vu qu'on était relativement bien pourvu, donc là il n'y a pas de besoin particulier, sauf à terme une chaîne sur les déchets inertes souillés, de manière à augmenter le taux de valorisation sur ces produits. Les fenêtres, on souhaiterait effectivement qu'un atelier de démantèlement se mette en place. On a un gisement de 5500 tonnes, je crois, sur le territoire. C'est largement de quoi nourrir un atelier pour créer là aussi de la valeur ajoutée et faire vivre un opérateur. Surtout quand on a mis en œuvre des chantiers d'éco-rénovation, hein, puisqu'aujourd'hui on va dire que 90% des fenêtres qui sont démantelées partent en stockage. Et les briques plâtrières, on l'a vu, un atelier de démantèlement et de préparation, de séparation des matières serait nécessaire. Voilà, ce scénario, ces choix ont été adoptés par la commission, auxquels certains d'entre vous ont participé.